Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous parler du dernier programme que je suis allée voir à l'Opéra de Paris. Donc il s'agit du programme Sugimoto Forsyth, qui était en fait le programme d'ouverture pour le 350e anniversaire du Ballet de l'Opéra de Paris. Alors ça peut sembler un petit peu surprenant pour le 350e anniversaire du Ballet de l'Opéra de Paris, puisque ce n'est pas du tout des œuvres traditionnelles, c'est pas du tout un programme qui est classique. C'est un programme un petit peu surprenant, un petit peu différent, qui a vraiment étonné la presse. On ne s'attendait peut-être pas à un tel programme pour ouvrir la saison du 350e anniversaire. Donc Sugimoto Forsyth, c'est un programme en deux parties. Donc la première partie, Sugimoto, c'est une collaboration donc avec cet artiste japonais, et la deuxième partie c'est une chorégraphie de William Forsythe. Donc je vais vous expliquer un petit peu plus en détail le contexte de chaque œuvre et qu'est-ce que j'en ai pensé. Voilà, le but c'est pas vraiment d'avoir mon avis et ce que j'en pense personnellement, je vais donner évidemment mon avis, mais c'est un petit peu de vous montrer quel était le contexte et pourquoi ça a fait parler autant et qu'est-ce qui a été surprenant en fait dans ce programme. Personnellement, d'avoir un programme comme ça pour l'ouverture de la saison, c'est pas quelque chose qui me choque. Peut-être que les journalistes s'attendaient voilà, à un grand ballet classique, mais moi personnellement je suis pas choquée par ça. J'ai pas compris vraiment le programme, donc les deux œuvres en fait n'ont pas vraiment de rapport entre elles, et je trouve qu'il y a quand même un manque de cohérence entre les deux œuvres. Il y a un tout petit lien, vous allez le comprendre quand je vais vous expliquer, mais c'est vraiment pas quelque chose d'important, ça n'a pas vraiment de sens. Donc la première œuvre qui a été présentée, c'est At the Hawkswell, donc c'est une œuvre de 40 minutes, donc ça a été scénographié et créé également par l'artiste Sugimoto, donc en collaboration avec le chorégraphe Alessio Silvestrin, donc les costumes de Rick Owens et la musique de Ryoji Ikeda, dont je vous ai déjà parlé lors d'une exposition à la Villette, qui avait déjà un lien avec la danse, en tout cas avec le mouvement et avec l'intégration du corps en fait dans l'espace. Comme ça je vous en avais déjà parlé. Alors Sugimoto, c'est un grand artiste japonais, c'est un architecte et photographe, donc il est vraiment principalement connu pour sa photographie. Donc personnellement c'est un de mes artistes préférés. Il a créé l'une de mes œuvres préférées qui est Accelerated Buddha. Je vous en reparlerai de cette œuvre parce que pour moi c'est une œuvre majeure qui a marqué une sorte de tournant dans ma vie. J'étais très contente d'aller voir Sugimoto à l'opéra, c'est pour ça que je suis venue voir ce programme. Sugimoto, il a déjà collaboré avec la danse, il a déjà travaillé avec Aurélie Dupont il y a quelques années, il me semble que c'était en 2015 ou 2016. C'était juste avant qu'elle prenne la tête du Ballet de l'Opéra de Paris. Donc elle est allée travailler à New York avec les danseurs de la compagnie Martha Graham, et Sugimoto voulait travailler avec elle, donc ils ont créé ensemble une œuvre basée sur une chorégraphie de Martha Graham. Donc je vous mettrai le lien de cette vidéo en barre d'infos certainement, donc comme ça vous pourrez déjà voir un petit peu le contexte et peut-être un peu le style qu'apporte Sugimoto à ses œuvres, et notamment dans une œuvre chorégraphique. Donc dans The Hawkswell, il participe avec Alessio Silvestrin. Alessio Silvestrin, c'est un chorégraphe italien qui est diplômé, attendez je reprends mes notes, de l'Académie de danse Princesse Grâce de Monte-Carlo. Il a travaillé au Ballet Béjart, au Ballet de l'Opéra de Lyon, et notamment au Ballet de Francfort, qui était dirigé à l'époque par William Forsythe. Donc on peut trouver peut-être là un petit lien avec la deuxième œuvre, mais je trouve que ça ne va pas se voir vraiment dans la chorégraphie et je vais vous expliquer ça. Et Alessio Silvestrin est également musicien et compositeur. Bon, ça je vais aussi y revenir. Donc At the Hawkswell, donc je vais vous expliquer un petit peu le contexte de cette œuvre et quel est le propos de cette œuvre. Donc c'est une pièce en un acte qui a été écrite par un dramaturge et poète irlandais, William Butler Yeats, en 1916. Donc William Butler Yeats, il a été très influencé par le théâtre No, donc le théâtre traditionnel japonais. Et c'est assez surprenant parce que c'est quelqu'un qui n'a jamais voyagé au Japon, et son œuvre est assez empreinte de la culture japonaise. Donc ça peut être assez surprenant, et les spécialistes disent qu'il est vraiment très fort pour traiter de la culture japonaise alors même qu'il n'y est jamais allé. At the Hawkswell, ça signifie au puits de l'épervier. Et c'est en fait une œuvre qui traite de la quête de l'immortalité, de la quête de la jeunesse éternelle.
Donc on arrive en fait sur un monde imaginaire avec une île qui est protégée par un épervier qui protège en fait le puits d'immortalité, et donc on va avoir un jeune homme, un vieil homme, également des créatures sur place et évidemment cet épervier, donc voilà, qui vont protéger cette île. Donc on se trouve dans un univers onirique, on est un petit peu entre le rêve et cauchemar, on sait pas trop. Le succès de l'œuvre réside dans le fait qu'on est vraiment plongé dans l'univers avec les danseurs, et on est un peu même déconnecté de la réalité pendant un temps. Je trouve que ça a été vraiment très réussi, ne serait-ce que par la lumière, le son, bon, les costumes également, mais on est vraiment submergé, immergé en fait même dans l'univers. On est vraiment transporté, on est vraiment plongé dans cet univers qui est mystique, avec à la fois ces lumières très très rouges, des lumières très blanches, ou alors au contraire dans l'obscurité. Il y a vraiment des contrastes comme ça assez forts, et à la fois c'est un univers qui est assez minimaliste. Évidemment le minimalisme japonais voilà, est au cœur de l'œuvre, et en même temps il en ressort une richesse assez incroyable. La musique électronique de Ryoji Ikeda réussit vraiment à nous imprégner en fait, à nous transpercer par ces sons électroniques très presque stridents parfois. Parfois ça va être très calme et très planant, parfois au contraire ça va être très rythmé, très intense. Et un petit peu strident. Pour certaines personnes je pense que ça peut être désagréable. En ce qui me concerne c'est pas mon cas, c'est vraiment une musique que je trouve très intéressante. Les costumes de Rico Wens sont assez incroyables, donc c'est totalement à l'image du créateur Rico Wens, hein, vraiment. Bon, il n'a pas été très loin en fait, il n'a pas été très original ou très différent de ce qu'il peut faire d'habitude. C'est quand même un peu sa marque de fabrique, on voit tout de suite la patte de Rico Wens en fait dans les costumes, et moi j'ai trouvé qu'ils allaient parfaitement dans le cadre de l'œuvre, et que vraiment ça a été un excellent choix. Avec Ryoji Ikeda, Rico Wens et Sugimoto, là on est vraiment en plein dans la culture minimaliste et japonaise, et en même temps avec une richesse assez forte, beaucoup de poésie. Je trouve que Rico Wens c'est un créateur qui met toujours beaucoup de poésie dans les vêtements qu'il crée. Donc c'est une pièce qui est intemporelle, qui traite d'un sujet intemporel, et c'est traité de manière très très contemporaine. Je trouve que les personnages sont incarnés de manière très très réaliste, en tout cas en ce qui concerne Hugo Marchand qui a le rôle du jeune homme. J'ai trouvé qu'il était vraiment exemplaire, que c'était vraiment un personnage habité. Le vieil homme également était quand même très bien incarné, et également le chanteur de théâtre No qui lui est complètement époustouflant. Enfin moi il m'a vraiment scotché, dans le sens où j'avais jamais vu de théâtre No. Je connaissais très très mal ce que c'était, j'avais vaguement vu quelques images en vidéo. Ça a été une initiation. Malgré tout il y a quand même quelques points négatifs dans cette œuvre. Je trouve que dans les danseurs il y a vraiment des irrégularités, et ça c'est vraiment très dommage. Dans l'incarnation, voilà, même parmi les étoiles, hein, notamment Ludmila Paliro qui a le rôle de l'épervier. Techniquement évidemment il n'y a rien à dire, mais j'ai trouvé que ça manquait quand même d'incarnation. Et ensuite dans les autres danseurs qui sont vêtus de noir, donc qui vont être plutôt des créatures en fait, qui vont protéger les lieux, des créatures qui habitent le lieu, et c'était des danses de groupe. Là aussi il y avait quand même de l'irrégularité. Je pense aussi que c'est lié à la chorégraphie et pas seulement aux danseurs. La chorégraphie d'Alessio Silvestrin, donc, qui à des moments se révèle brillante, et à des moments, notamment dans les danses de groupe, se révèle être un petit peu faible. C'est quand même surprenant pour quelqu'un qui se dit musicien et compositeur, d'autant plus. Je pense qu'il y a une faiblesse dans la compréhension de la musique de Ryoji Ikeda, et une faiblesse dans l'intégration de la chorégraphie par rapport à cette musique. Donc dans les moments rapides, dans les moments où le rythme est un petit peu plus intense, et notamment dans les chorégraphies de groupe, ça manque de corps. J'ai trouvé que ça manquait réellement de corps, et que ça manquait également de lien avec la musique, de cohérence avec la musique. Donc c'est dommage parce que on reste un petit peu sur sa faim. On est tellement immergé dans l'œuvre en fait, on est tellement déconnecté de
toute la réalité autour. Ils m'ont vraiment emmené avec eux en fait dans l'univers. Le chanteur de Théâtre No par Hugo Marchand qui est juste vraiment, pour moi c'est vraiment un grand danseur. Les costumes, la lumière, voilà toute la scénographie en fait qui est remarquable. Et malheureusement une chorégraphie de groupe qui reste un petit peu bancale, un petit peu fragile et qui, je trouve que ça manquait un tout petit peu de substance pour soutenir le propos de l'œuvre dans sa globalité. J'en garde un souvenir vraiment très positif. Dans le sens où c'est une œuvre qui est vraiment très contemporaine et à la fois, comme je vous disais, très intemporelle et en même temps qui personnellement m'a marquée puisqu'elle m'a complètement embarquée avec elle dans cet univers. Donc on va passer maintenant à la deuxième œuvre de ce programme, donc Black Works One. C'est une chorégraphie de William Forsythe qui a déjà été présentée en 2016 à l'Opéra de Paris. Dans la chorégraphie de Forsythe, en fait, on se place entre de la danse classique et de la danse moderne. Il emprunte quelques mouvements au hip-hop. Voilà, avec des petits sursauts comme ça de hip-hop de temps en temps. Tout est présenté sur une musique de James Blake. Donc James Blake c'est un auteur-compositeur et également chanteur anglais. Donc je me suis un tout petit peu renseignée sur James Blake. Sa musique se place dans, je cite Wikipédia, donc un univers électro-introspectif empreint de soul, de folk et de dubstep. Des compositions minimalistes. Je suis d'accord, oui et non, avec la définition de sa musique. En tout cas, sur cette œuvre, je ne suis pas totalement d'accord. La soul, clairement. Oui, c'est une musique soul, je dirais presque R&B en fait, électro un tout petit peu, il y a l'utilisation de la musique électronique. Personnellement, je classerais sa musique plutôt dans la soul R&B. Ça reste une musique commerciale. J'ai trouvé que c'était une musique qui, malheureusement, bien que ce soit qualitatif d'un point de vue du son, d'un point de vue de la voix également, la voix était vraiment magnifique. Malheureusement, je trouve que le style de cette musique n'a rien à faire à l'Opéra de Paris. Ni même dans une œuvre de danse moderne ou contemporaine. Je suis très dure avec ça, mais personnellement c'est mon avis. J'étais vraiment déçue de voir que ça commençait sur ça. Je me suis dit j'espère que ça va changer, j'espère que le style va évoluer au fur et à mesure c'est une multitude de petites pièces. Je me suis dit j'espère quand même que qu'on va passer à autre chose au niveau musical là. Et en fait non, ça a continué tout le long. Ça m'a vraiment dérangée. Je pense que ce n'est pas le cas pour tout le monde, mais j'étais vraiment irritée par la musique. On avait même de l'autotune en fait dans la musique, donc non, moi je ne vais pas à l'opéra pour écouter de l'autotune, je suis désolée mais c'est comme ça. J'ai peut-être un ton un petit peu méprisant, mais voilà, pour moi les musiques commerciales n'ont rien à faire à l'Opéra de Paris. Et je pense qu'il y a des personnes qui sont absolument pas de mon avis. Mais au-delà de mes goûts personnels, je me suis dit il faut pas que tu restes bloqué sur la musique, sinon tu ne vas pas du tout apprécier l'œuvre. Ça dure une demi-heure, ça passe très vite, essaye d'en retirer quelque chose, essaye de te concentrer sur la danse, sur la choré. Et c'est ce que j'ai réussi à faire, notamment parce que c'est une chorégraphie qui est très réussie dans le sens, vraiment pour le coup, ça met l'accent sur les danses de groupe. Alors il y a parfois des duos, des trios, mais vraiment j'ai trouvé que les danses de groupe étaient remarquables. Ça révèle vraiment la force du corps de ballet de l'Opéra de Paris. Malheureusement, j'ai quand même trouvé que les premiers danseurs ou les danseurs étoiles ne se voyaient pas beaucoup en fait, même si on les connaît physiquement. Je ne trouvais pas que ça les mettait particulièrement en valeur. Alors après, c'est aussi une force que de mettre en avant le corps de ballet. C'était certainement le propos de la chorégraphie. Forsythe explique qu'il veut mettre avec cette œuvre les danseurs au défi, un défi technique, parce que c'est une chorégraphie qui est vraiment très rythmée. Donc ça j'ai vraiment apprécié parce que évidemment voilà, alors ce sont des pas, des mouvements qui sont très classiques en même temps avec ce style moderne. Le style est moderne mais ce sont des pas classiques avec des petits emprunts de hip-hop comme je le disais précédemment. Beaucoup de techniques, donc ça j'ai trouvé que c'était intéressant. Ça révèle la force du corps de ballet dans les chorégraphies de groupe. J'ai réussi à vraiment me mettre dedans finalement, malgré le fait que la musique ne me plaisait pas, j'ai réussi à mettre un petit peu ça de côté et à me dire allez voilà, toi tu n'aimes pas la musique mais profite quand même de l'œuvre. Il y avait du rythme, il y avait des échos entre les différents groupes de danseurs, enfin voilà, ça c'était quand même intéressant. Ce n'est pas une chorégraphie qui est créative au sens où ce sont voilà, des pas qui ont déjà été vus. Forsythe, j'ai quand même l'impression qu'il reste dans son style. Il ne se renouvelle pas beaucoup. En tout cas, c'est ce que je pense. Je trouve qu'on est toujours un petit peu sur le même type de mouvement.
Il n'y a pas une originalité extraordinaire. Donc, le sujet de l'œuvre, en fait, c'est vraiment un hymne à l'adolescence, à la séduction adolescence, à la jeunesse, voilà, à la drague en fait, on pourrait résumer ça comme ça. C'est assez ludique, c'est assez joyeux, c'est un peu léger et malheureusement c'est ce que je vais reprocher à l'œuvre, c'est que j'ai trouvé que c'était une œuvre un petit peu légère. Le propos de l'œuvre est un petit peu léger, c'est pas quelque chose qui va marquer je pense les esprits pendant des générations. En tout cas au niveau de la chorégraphie et même au niveau de la musique, j'ai pas l'impression que c'est une œuvre qui va rester dans les mémoires. Moi je trouve quand même qu'il y a un petit peu un manque de profondeur dans le sujet, dans le propos qui est traité. Ça dure une demi-heure donc voilà c'est très rapide. On n'a pas non plus le temps de développer et en même temps on n'a pas forcément envie d'en voir plus. Je pense qu'en une demi-heure, voilà, toutes ces petites pièces chorégraphiques, ben, je pense qu'au bout d'un moment on a fait un petit peu le tour. Ce sont des beaux mouvements avec des beaux danseurs. Les costumes, ben, en fait c'est un petit peu des costumes de danseurs, tout ce qui est plus classique. Un peu comme des costumes d'école en fait, donc j'ai trouvé que c'était pas, ça m'a pas transporté en fait, j'ai trouvé que c'était dommage qu'il n'y avait pas plus de créativité également au niveau des costumes. Bon là j'ai quand même trouvé que ça restait un petit peu pauvre de ce point de vue là. Globalement le propos de l'œuvre, le sujet abordé reste un petit peu léger, c'est quelque chose qui va manquer un petit peu de profondeur. C'est de la danse assez conventionnelle, très bien réalisée, très bien exécutée, très technique. Mais qui n'aborde pas un sujet très profond et qui je trouve dans la globalité va manquer un petit peu de créativité. Danser sur de la musique électronique ou R&B, soul, c'est pas là-dedans que je vais chercher la créativité, c'est pas ce que je vais appeler de la créativité. On nous met face à deux œuvres très différentes, une œuvre très contemporaine, empreinte de minimalisme, de culture japonaise, très artistique, très anticonformiste on pourrait le dire, et à la fois une œuvre beaucoup plus conventionnelle, une œuvre beaucoup plus attendue, sur un fond de musique soul, R&B, électro. Pourquoi pas? Je suis pas là pour comparer les deux œuvres, mais enfin il y a deux œuvres, on nous les met face à face, donc il y a un moment en fait où tout le monde va réagir, évidemment dire quelle œuvre est la préférée. C'est assez humain. Toutes les personnes avec lesquelles j'en ai parlé, on a tous comparé en fait, finalement, qu'on le veuille ou non, on a tous mis les deux œuvres en regard face à face. Je pense que c'est en ça que c'est un programme un petit peu déroutant. Je pense que si vous êtes quelqu'un de plutôt anticonformiste, qui va chercher des choses un petit peu différentes, même un petit peu perché, si on peut dire ça comme ça, vous allez préférer l'œuvre de Sugimoto, malgré quelques faiblesses chorégraphiques. Et si vous êtes un peu plus conventionnel, un peu plus classique dans l'âme, voilà, vous allez préférer l'œuvre de William Forsythe. Donc voilà un petit peu ce que je voulais dire sur ces deux œuvres, sur ce programme. Donc je comprends pourquoi ça a fait parler dans les médias, l'ouverture de la saison, etc. Alors je trouve que dans les analyses, les journalistes ne vont pas assez loin. Ce sont des journalistes, ce ne sont pas des danseurs. Évidemment, il y aura d'autres danseurs qui seront pas d'accord avec moi sur ce que je vous ai dit sur les deux œuvres. Ensuite, on a tous nos goûts personnels évidemment. Je pense que vous avez très bien compris quelle était l'œuvre qui me parlait davantage. En tout cas c'est complètement sans jugement de valeur. Bon, je m'arrête là pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut pour me soutenir et à vous abonner à la chaîne si ça n'est toujours pas fait. N'hésitez pas également à me rejoindre sur Instagram, je poste assez régulièrement. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.